Bonjour, c'est Positive Jessica dans le cadre de la présentation des experts du sommet d'intelligence financière. J'ai l'immense plaisir de vous présenter Jean-Philippe Hulin, professionnel du marketing relationnel et développement personnel. Issu d'un milieu très modeste, il a connu des années de galère après avoir successivement été minimixé, sans emploi et pourchassé par des huissiers peu commodes pour avoir accumulé plusieurs dizaines de milliers d'euros de dettes personnelles à l'âge de 27 ans. Sa vie bascule pourtant en 2003, lorsqu'il découvre le monde du marketing relationnel et du développement personnel. Depuis lors, il a publié 2 best-sellers, dont le célèbre La liberté financière en 7 étapes, qui lui a valu un passage en prime time à la télévision nationale belge. Ses sympathisants se comptent maintenant par des dizaines de milliers un peu partout dans le monde, notamment grâce à ses publications dans la presse, ses sites internet et aussi son compte Facebook. Reconnu comme un orateur et un formateur de grand talent, il donne des formations en France, en Belgique, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en République tchèque, à l'île Maurice et même aux États-Unis où il a fait une tournée dans l'État de Floride. Classé parmi les 100 plus grands mentors au monde par le site businessforhome.org, il a fait l'objet d'une longue interview dans les colonnes du célèbre magazine Networking Times, qui lui a également consacré une édition spéciale en français, une première pour ce magazine, auquel sont abonnés pas loin d'un demi-million de personnes dans le monde. Ses conseils et formations sont simples, puissantes et applicables pour créer une réussite intégrale dans votre vie. Je vous invite à en savoir bien plus lors de notre interview. C'était Positive Jessica pour la présentation de Jean-Philippe Hulin. Merci et bye bye! Awesome. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Jessica. Merci beaucoup de nous inviter chez vous pour ce sommet de l'intelligence financière. C'est vraiment un honneur de vous recevoir lors de ce sommet. Merci encore. Avec plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Merci d'avoir pensé à moi pour ce sujet combien important. Donc merci beaucoup. Et merci à vous à la maison. Alors qu'allons-nous découvrir, Jean-Philippe, au fil de ces prochaines minutes? Alors là, gros morceau. En fait, le titre dit tout, c'est que vous passez votre vie à générer des millions d'euros, oui, sans y penser, et il existe un moyen d'en récupérer une partie. Ah yes. Ah waouh. Alors, vous avez bien compris à la maison, en tout cas je l'espère, nous avons tous des millions d'euros, nous générons tous des millions d'euros, il y a une manière de les récupérer. Donc j'espère que ça a bien pris votre attention et que vous avez pris de quoi écrire pour bien prendre note. Vous allez fermer les autres petites fenêtres de votre ordinateur, la porte est fermée, le téléphone out, il est en mode éteint ou en mode avion, vous n'êtes pas disponible pendant la prochaine heure. Yes? Allez, on y va. Alors, en parlant de millions, vous êtes en train de nous dire que nous sommes virtuellement tous millionnaires? Virtuellement, oui. Par un phénomène très simple, mais c'est paradoxal, parce qu'aujourd'hui on vit à une époque où on entend partout que c'est la crise et que ça ne va pas et que c'est la catastrophe et que ça va être de pire en pire et que les riches deviennent toujours plus riches et que les pauvres deviennent toujours plus pauvres et qu'on écrase tout le monde et que c'est honteux avec les parachutes dorés, etc. Et pourtant, chaque occidental, je vais quand même restreindre à ceci, chaque personne qui vit dans un pays démocratique, où il y a un accès à Internet, où il y a la télévision, les moyens de communication modernes, eh bien, chaque habitant de ces contrées est virtuellement millionnaire, en euros ou en dollars, ou même peut-être en francs suisses, parce que je sais que vous avez vécu en Suisse. Et ce qui est paradoxal, c'est de créer ces millions sans y penser, tous les jours, en fait, avec beaucoup de plaisir, beaucoup de talent, beaucoup d'enthousiasme, mais malheureusement, gratuitement. Et donc l'objet de cette interview, c'est d'expliquer justement quel est ce moyen. Oui, alors donnez-nous quelques exemples. Alors oui, pour illustrer d'abord, avant de parler de moyens, il faut imaginer 2 nouveau-nés. Imagine que ici, sur tes genoux, sur vos genoux, sur votre bidou, il y a un nouveau-né, sur le mien, il y a un nouveau-né. Okay?
Et il y a un des deux qui a un hochet. C'est quoi Un un hochet qui fait comme qui ça. fait du bruit, Ouais. et qui sent bon la vanille et qui est très coloré. Donc le mien, il a un hochet. Le vôtre, il n'a pas de hochet. Et à un moment donné, votre bébé attrape le hochet et le retire des mains de mon bébé. Que va faire mon bébé? Exact. Il va pleurer. Que vais-je faire? Et maintenant, que vais-je faire? Vous connaissez la chanson? Non. Et que vais-je faire? Je vais vous dire de reprendre le hochet des mains du bébé. Oui. Donc vous allez lui reprendre et les donner à mon bébé. Que va faire votre bébé? Il va pleurer. Il va pleurer. Qu'allez-vous faire demain? Acheter le hochet. Allez acheter un hochet pour votre bébé. Question qui vaut cher. Qui a vendu le hochet à un bébé qui a 1 mois et demi, 2 mois? Il ne sait même pas qu'il existe. Vous savez ça. Il faut quelques mois pour qu'un bébé humain ait conscience de sa propre existence. Ce bébé ne sait pas qu'il existe. Okay? Qui lui a vendu le hochet? Est-ce que c'est la publicité à la télé? Est-ce que c'est le vendeur dans le magasin? Ou est-ce que c'est 2 bébés de 2 mois qui n'ont même pas conscience qu'ils existent? Enfin, c'est le bébé, bah oui. Ce sont les 2 il a bébés. vu qu'il avait envie. Et donc, Exact. Ils ont vendu, ils ont généré un chiffre d'affaires, aussi petit soit-il, sans même avoir conscience qu'ils existent. Ça, c'est un premier exemple qui prouve que l'air de rien, chaque être humain génère du chiffre d'affaires. On influence les achats. On de l'un influence, des d'ailleurs, on connaît tous l'adage qui dit la meilleure publicité, c'est celle du bouche à autres. oreille. Yes. C'est la meilleure publicité. Elle existe depuis la nuit des temps et elle existera jusqu'à la fin des temps. Maintenant, deuxième exemple, les Pokémon. Vous vous souvenez des Pokémon? Pikachu, etc. Il y avait des disques Pokémon Oui. à collectionner, des Oui. Flippo, voilà, vous vous souvenez? Ah oui. Et ça a À fait l'école, des waouh, voilà, on en avait à partout. l'école, C'était comme il y les en avait stickers à un moment. partout. Ouais. Mais quel a été le phénomène? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de publicité à la télé? Est-ce qu'il y a eu un encouragement médiatique à acheter des C'était Pokémon? le dessin animé à la base. Il y avait le dessin animé, mais les flippos, on ne voyait pas de pub. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est À passé? l'école. Exact. Un jour, il y a un enfant qui est arrivé avec des flippos Pokémon. Et il a contaminé toute la cour de récré comme un virus. Et il a convaincu, sans rien vendre, il a convaincu tous ses copains d'aller acheter des flippos. Et donc le libraire du coin, il y a son chiffre d'affaires qui a fait boum, grâce à une bande de petits morveux, de petites têtes blondes qui n'ont aucun sens commercial, qui n'ont aucune notion de ce que ça veut dire vendre ou convaincre ou quoi que ce soit, juste en utilisant, ça a fait un effet incroyable. Et donc ce petit garçon, le tout premier, qui est arrivé à l'école avec des Pokémon, il est responsable d'un chiffre d'affaires qui se compte en centaines de milliers d'euros. Pourquoi? Parce que non seulement il a contaminé l'école, mais il a contaminé les cousins et les cousines de tous les copains de l'école, qui ne sont pas dans la même école. Et donc les cousins, les cousines et les copains et les voisins qui sont dans d'autres écoles ont débarqué dans leurs écoles respectives avec des flippos. Et ils ont contaminé leur école. Ça, internationalement. Et c'est parti de manière internationale. Au départ, d'un petit garçon qui arrive dans une cour de récré et qui joue. Et le troisième exemple, c'est celui qui me touche beaucoup, c'est celui de ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est celle qui disait que j'étais un prince. Pendant que tout le monde disait que je ne réussirais rien, qu'il fallait que j'arrête de rêver, ma grand-mère me disait, toi, MeToo, ici à Liège, c'est du wallon, ça veut dire mon tout. Toi, mon tout, mon chéri, toi, MeToo, qu'elle me disait, tu vas réussir tout ce que tu veux, tu seras un prince. Elle m'a fait quelques prédictions, notamment que j'allais me marier en l'an 2000 avec une femme robot, mais ça ne s'est pas réalisé. Une femme robot. Une femme robot, oui. Ma grand-mère était convaincue qu'à l'an 2000, on serait dans un futur incroyable. Mais j'utilise toujours l'exemple de ma grand-mère pour montrer en fait qu'un être humain génère du chiffre d'affaires avant la naissance, peu après la naissance, tout au long de sa vie et après son départ. Ma grand-mère, elle est venue vivre ces derniers jours à la maison, chez mes parents. Et elle avait un péché mignon. Quasiment tous les jours à 16h, pas
15h45 ou à 16h15. Pratiquement tous les jours à 16h, elle me demandait, MeToo, est-ce que tu veux bien me faire un petit plaisir? Et je disais, oui, bien sûr, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle me disait, je voudrais une bonne tartine de pain frais avec de la maquée et de la confiture de fraises. Et évidemment, je lui faisais avec grand plaisir. Eh bien, aujourd'hui, elle est décédée, elle a quitté ce monde il y a plus de 20 ans. Encore aujourd'hui, régulièrement, sur le coup de 16 heures, devinez ce que je mange. Une tartine avec de la maquée. Maquée, c'est quoi de la maquée? C'est une sorte de fromage frais de la maquée qui avec... vient de la ferme, avec de la confiture de fraises, en hommage à ma grand-mère. Donc, si on analyse la chose avec un petit peu de détachement, parce que là c'est très émotionnel, mais si on analyse la chose avec un peu de détachement, ma grand-mère, qui n'est plus de ce monde, continue de générer du chiffre d'affaires, du pain, de la maquée et de la confiture de fraises. Et je contamine les gens autour de moi. Chaque personne à qui je raconte ça se dit « Waouh, c'est incroyable, il faudrait que je goûte ». Et il y a des gens aujourd'hui qui, grâce à ma grand-mère et grâce au fait que je raconte l'anecdote, ont découvert les plaisirs d'une bonne tartine de maquée à la confiture de fraises. Voilà. Incroyable. Alors, il faut donc se rendre à l'évidence, nous sommes tous virtuellement millionnaires, alors existe-t-il des moyens de récupérer cet argent? Donc, oui, que ce soit bien clair, chaque être humain qui respire, qui maintient une température corporelle d'à peu près 37,5 degrés, sans le faire exprès, chaque jour ou presque, avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme, mais malheureusement gratuitement, va générer du chiffre d'affaires. Nous sommes des panneaux sandwich, des panneaux publicitaires ambulants. Okay? Ça, c'est un fait qui est indiscutable. On ne peut pas aller contre. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est très important, je me permets de revenir là-dessus, qu'on le veuille ou non, sur la durée de notre vie, nous allons générer directement, mais aussi indirectement, repensez à l'exemple des Pokémon, indirectement, des millions d'euros de chiffre d'affaires. Okay? Donc oui, il existe différents moyens d'en récupérer une partie. Yes. Et le plus commun, c'est l'entrepreneuriat. Devenir son propre patron, devenir le bénéficiaire de sa propre publicité de bouche à oreille, qui en fait va ramener les gens chez nous. Okay? Exemple, la restauration. On ouvre un restaurant, les proches apprennent la nouvelle, ils en parlent à leurs collègues, etc. Et on peut se lancer. Un salon de tatouage, on peut faire ça aussi. S'il y a quelqu'un qui est doué en dessin, qui a une passion pour le tatouage, il peut aller suivre une formation d'hygiène et ensuite de vraiment comment réaliser les beaux tatouages. Ça prend 5 à 6 jours. Et puis ça y est, si vous avez un petit peu de fonds, vous ouvrez votre salon et c'est parti mon kiki. Et vous allez croiser les doigts pour que chaque personne qui porte un tatouage que vous aurez réalisé l'arbore fièrement, c'est le but d'un tatouage, et qu'il fasse son effet, et que les gens demandent, mais où est-ce que tu as fait ce tatouage? On dira, mais chez Jessica. Et donc ça va vous faire une publicité gratuite de bouche à oreille. Ça, c'est le moyen commun de pouvoir inverser la tendance. Okay? Maintenant, l'idéal, c'est qu'on n'investisse pas trop, parce que quand c'est une période de crise, probablement que la majorité des gens n'a pas énormément d'argent à investir, probablement que la plupart ont peur, parce que la notion d'indépendant, d'entrepreneur, etc., ce sont des professions qui restent soi-disant à risque. Et si vous me permettez, j'ai une théorie là-dessus, qui est loin d'être une théorie, qui est ce qui se passe. Et c'est la vérité. Le statut d'entrepreneur est en réalité le statut le plus sûr du monde. Ah ouais? Oui. Pour la bonne et simple raison qu'il ne dépendra que de nous, de réussir ou d'échouer. Alors évidemment, j'entends d'ici les gens qui disent « Oui, mais moi j'ai un CDI, j'ai une certaine sécurité, j'y tiens, je ne veux pas lâcher la proie pour l'ombre, etc. » Tout ça est bien évidemment entendu. Mais petite remarque quand même. On est brainwashé, on a un lavage de cerveau depuis 2 décennies, je dirais, en Europe,
qui nous pousse comme ça à chercher la sécurité, la sécurité, la sécurité. Toujours plus de sécurité, pardon, et moins de risques, moins de risques. Je voudrais quand même attirer l'attention des gens qui nous regardent sur un fait indiscutable. C'est que plus le niveau de sécurité est élevé, plus le niveau de liberté diminue. La preuve, c'est qu'on crée des prisons haute sécurité. Elle est bonne celle-là. Elle est bonne celle-là, mais c'est la vérité. C'est vrai. Plus il y a de la sécurité, moins il y a de marge de manœuvre. Et donc, moins il y a de liberté d'expression, de liberté d'action. Donc, chercher la sécurité à tout prix, ce n'est pas une bonne option si on veut avoir une vie qui sort de l'ordinaire au niveau de l'épanouissement personnel, professionnel ou financier. Ce n'est vraiment pas une bonne idée, même si les banques contribuent au mensonge, puisqu'elles vous invitent à avoir un CDI si vous voulez souscrire à un prêt hypothécaire. Or, il se fait qu'aux yeux de la loi, un CDI, c'est un contrat à durée indéterminée, et un CDI, aux yeux de la loi, on peut y mettre fin à tout moment. Aussi bien l'employeur que l'employé. À tout moment, il y a un préavis, mais il n'y a donc pas de sécurité. Le contrat qui donne le plus de sécurité, c'est le CDD, contrat à durée déterminée. Parce que là, on part pour une mission de 6 mois, 12 mois, 24 mois. Quoi qu'il arrive, les 24 mois seront payés. Ça, c'est sécurité optimale. D'accord ? CDD. Mais pas de liberté. Mais on n'a pas la longueur. Okay ? Donc, mon conseil, c'est de vous lancer en tant qu'entrepreneur après journée. En France, il existe le statut qui est le statut de VDI, vendeur à domicile indépendant, qui est un statut complètement légiféré, contrôlé. Le gouvernement a mis beaucoup d'ambition là-dessus. Il y a 3 ans, je pense, ils ont signé des textes de loi pour lesquels ils créent des facilités pour créer plus de 100 000 emplois. 100 000 emplois, mais exclusivement VDI. D'accord ? Et on peut devenir VDI dans toute une série de secteurs. Vendeur à domicile indépendant. Donc on peut devenir VDI dans toute une série de secteurs. Ou alors, on devient après journée restaurateur. On peut très bien se lancer et ouvrir un restaurant uniquement le vendredi soir et le samedi et le dimanche matin. On peut décider de faire ça et démarrer au départ avec nos proches. D'accord ? Mais il faut avoir un petit capital à investir. Alors justement, oui. Supposons on n'a pas énormément d'argent à investir. Un restaurant, par exemple, ou un salon de tatouage, ou toutes ces options-là, il y a quand même un bon paquet qu'il faut investir en infrastructure, en matériel, et on n'a pas tous les moyens de s'investir. Y a-t-il d'autres moyens ? Oui. Imaginez votre situation, Jessica. Vous voulez, par exemple, ouvrir un restaurant de cuisine portugaise. Totalement au hasard, hein, j'ai choisi ça au hasard. Imaginez que je sois un grand chef portugais, étoilé, tout ce qu'on veut. Et je vous dis, tu sais quoi, Jessica, je vais m'occuper de toi. On va ouvrir un restaurant tous les deux. Et c'est moi qui vais faire la cuisine dans un premier temps. Tout ce que tu dois faire, c'est inviter tes amis à un soir. Est-ce que tu saurais faire ça ? Bah oui. Forcément, la plupart des gens vont répondre oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'aide d'une sorte de mentor qui va vous permettre de vous épanouir, de ne pas être stressé. Vous savez qu'il y a un professionnel qui gère. Et vous, ça vous permet de vivre votre première soirée en tant que restauratrice. Tout ce qu'on va vous demander à ce stade-là, c'est la semaine suivante, c'est de refaire une soirée. On va réouvrir votre restaurant et je vais à nouveau faire la cuisine et vous allez inviter des gens et c'est moi qui vais m'occuper de tout. Est-ce que vous vous sentez capable de le faire ? Forcément. Ouais. Et on peut faire ça pendant quelques semaines. Et à un moment donné, vous allez vous sentir à l'aise. La restauration est un métier merveilleux, mais ce n'est pas non plus ingénieur à la NASA. C'est à la portée d'un grand nombre du moment qu'on a une certaine passion pour les aliments et forcément la cuisine. Okay ? Au bout de quelques semaines, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise. Forcément. Et vous allez prendre plus d'initiative. Vous allez être comme un poisson dans l'eau. Et là, je vais vous dire, ok Jessica, maintenant on va passer à la vitesse supérieure. On va ouvrir 2 soirs par semaine. Et on va donner un cadeau à tous les amis qui nous ont fait l'amitié de venir jusqu'à présent.
on va leur offrir une remise s'ils reviennent avec des amis. Est-ce qu'on fait ça? Forcément, on va le faire. Oui. Et donc, le chiffre d'affaires va commencer à augmenter. Okay? Et petit à petit, votre confiance en vous augmente. Vous passez dans les cuisines, vous regardez comment je fais, je vous explique la préparation, on prépare les tables, etc. On fait le service en salle, je vous explique les vins, ce qui va avec tel plat, avec tel poisson. Tout est nickel. Et au bout de quelques semaines, vous êtes déjà une excellente restauratrice. Pourquoi? Parce que vous apprenez avec quelqu'un dont le but est de vous rendre autonome. Mais ça, malheureusement, ça n'existe pas dans la restauration. Et ça n'existe pas dans le secteur traditionnel. Mais il existe un métier où on fait exactement la même chose, c'est le marketing relationnel, le MLM. Et le MLM, en fait, c'est une activité que tout le monde fait, depuis la naissance et même avant, jusqu'à la mort et même après, tous les jours, avec grand plaisir, beaucoup de talent, beaucoup d'enthousiasme, mais malheureusement gratuitement. Ce qui a été expliqué tout à l'heure avec les Pokémon, avec les 2 bébés, avec la confiture, la tartine de ma grand-mère, est applicable à tout. Simplement, il y a des entreprises qui ont compris que chacun d'entre nous sommes d'excellents porte-parole. Pas des vendeurs. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais d'excellents porte-parole. L'utilisateur d'un produit, l'habitué d'un restaurant, l'habitué d'une boulangerie, d'une charcuterie, d'une confiserie, d'une chocolaterie, est un merveilleux ambassadeur. Ah oui, oui. Un merveilleux On parle toujours ambassadeur. de ces belles petites choses. Voilà. Apple. Il y a les fans d'Apple qui ne jurent que par ça. Il y a les fans des chocolats Godiva, par exemple, ou des chocolats Galère. En Belgique, vous êtes fin. ah oui, en Belgique, on a beaucoup de chance avec le chocolat. Et nous sommes tous les ambassadeurs de ce que nous apprécions. Et certaines entreprises, en fait, proposent à monsieur, madame, tout le monde, sans distinction de diplôme, sans distinction d'âge, de couleur ou de philosophie religieuse même, sans aucune distinction, ils proposent à monsieur, madame, tout le monde de dire, voilà, est-ce que vous voulez que nous vous aidions à ouvrir votre petit commerce un soir par semaine ou 2 soirs par semaine, sans risque, sans investir de milliers d'euros, peut-être quelques centaines tout au plus pour les modalités administratives, les frais de fonctionnement et les formations. Mais voilà, c'est très abordable, c'est très léger. Et ces entreprises font ce qu'on appelle du MLM, du marketing de réseau, du marketing relationnel, qui vous donne l'opportunité en fait de développer 2 carrières. La première, elle est plutôt commerciale. C'est l'acquisition de clients. Et la deuxième, c'est un mix. Un petit peu d'acquisition client et développement d'une équipe dont le rôle est de faire de l'acquisition client. Donc si vous sentez l'âme d'un gestionnaire d'équipe, d'un manager, si ça vous tente, si ça vous plaît de coacher les gens, d'être coaché vous-même d'abord, il faut être coachable, d'apprendre, d'évoluer, de grandir, et qu'ensuite vous savez déjà à l'avance que vous avez envie de transmettre votre savoir, votre énergie, votre enthousiasme et vos compétences à d'autres personnes, alors ce métier va vraiment vous plaire. Alors, voilà un moyen pour récupérer cet argent, des millions qu'on génère, en investissant presque rien du tout. Presque rien, parce que c'est la même image que celle que nous avons utilisée tout à l'heure avec, par exemple, les Pokémon. C'est une fois que vous avez choisi l'entreprise de MLM avec laquelle vous souhaitez collaborer, vous intégrez une équipe. Cette équipe va s'occuper de votre formation, de votre encadrement, vous mettre les bonnes bases. Et c'est comme si vous étiez ce petit garçon avec les Pokémon. Dans votre famille, dans votre entourage, vous allez être la première avec les flippos. Et automatiquement, autour de vous, il y a des gens que cela va attirer. Il y en a qui ne seront pas intéressés, c'est très bien, mais il y en a que ça va attirer. Et grâce à l'aide que vous recevrez, vous pourrez encadrer et conseiller ces gens qui, à leur tour, peuvent intégrer votre équipe. Et donc, c'est la même image que le petit garçon qui entre dans une cour de récré et que toute la cour qui contamine, d'une certaine façon, toute la cour de récré se retrouve un jour avec des flippos en poche. Alors justement, par rapport à ça, même les 2 options, de trouver des clients ou trouver des prospects, on va dire, et aussi l'autre qui est de développer son équipe, il faut quand même avoir une capacité à vendre, n'est-ce pas? Et beaucoup de gens
en tout cas, je vous entends à la maison qui me dit bah, mais moi j'aime pas vendre, je sais pas vendre, j'aime pas ça, je suis un peu allergique à la vente. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Alors, la première chose, c'est que c'est vrai, la plupart des gens n'aiment pas la vente au sens pas noble du terme, en fait, au sens lourd du terme. Évidemment, personne n'aime être dérangé tard le soir par téléphone, toutes ces sociétés de télémarketing, etc. On n'aime pas, on n'écoute pas, on raccroche directement. Mais il y a quand même un paradoxe, c'est que la majorité des gens n'aiment pas la vente, mais par contre, tout le monde adore acheter. Or, pour qu'il y ait un achat, ça veut dire qu'il y a un acte commercial. Ça ne veut pas dire que dans tous les cas, il y a une vente. Je donne un exemple très simple. Vous avez envie de vous offrir un nouveau jeans. Vous parcourez les magazines. Shopping. Vous voyez le jeans qui vous plaît. Il vous saute aux yeux, c'est celui-là et aucun autre. Vous cherchez le magasin le plus proche et vous arrivez dans le magasin. Quand le vendeur ou la vendeuse va s'approcher de vous en vous disant « Bonjour mademoiselle, est-ce que je peux vous aider ?» Quelle va être la première réponse de la plupart des gens? Ça va être « Non, non, merci. » C'est juste ou pas? Oui, j'aurais pensé, moi je veux ce jean là, vous l'avez? Vous peut-être, mais la plupart des gens... Non, je vais aller me débrouiller toute seule. Voilà, parce qu'on ne sait jamais. Hein? Ouais. Or, le vendeur ou la vendeuse, là, n'a pas pour rôle de vous vendre, Non, elle veut mais nous juste aider. vous accueillir et vous aider. Okay? Donc on a une réaction un petit peu épidermique, comme on dit. On ne réfléchit pas, et pom, on répond. Ça, c'est une première chose. Il y a un paradoxe. On n'aime pas la vente, mais on adore acheter. Par contre, est-ce qu'il s'agirait de vente si à un moment donné, vous me dites « Ah, Jean-Phi, je cherche un jean. » Et que je vous dis, Jessica, je connais un endroit, un magasin en ville où ils font des jeans absolument extraordinaires. J'ai plein de copines qui y sont déjà allées. Elles adorent, elles disent que le jean est increvable, qu'il se repasse facilement, qu'il fait de jolies fesses, qu'il est un petit peu élastique. Donc comme ça, quand le poids varie un peu, il est tout aussi confortable. Est-ce que vous avez l'impression que j'essaie de vous vendre quelque chose? C'est une recommandation. Je recommande, je partage une information et surtout, je réponds à un besoin, je réponds à une question. C'est ça l'intérêt de la chose. Et dans le marketing relationnel, dans le MLM, tout le but est là. C'est d'être dans la non-vente à 200%. À 200%. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc ça fait rien en fait si on n'aime pas vendre, parce qu'au fin du compte, on n'est pas dedans. On peut même aller plus loin. C'est bon de ne pas aimer vendre et c'est encore meilleur d'être timide. Ah waouh! Oui. Parce que les gens timides, ils ont la particularité de réfléchir longtemps, à se demander lorsqu'ils sont en conversation avec quelqu'un leur parle. Les gens timides sont obnubilés par une simple question. C'est qu'est-ce que je peux dire sans avoir l'air ridicule? Les timides, ils sont comme ça. J'ai été timide, je sais ce que c'est. Et donc, plutôt que de dire une bêtise, on ne dit rien. Quand on ne dit rien, on donne beaucoup de temps de parole à notre interlocuteur. Et quand on donne beaucoup de temps de parole à notre interlocuteur se sent bien. Et quand il se sent bien avec nous, et il va donner un feedback positif. Et donc, les timides, dans notre métier, tirent superbement bien leur épingle du jeu. Waouh! Alors, concrètement, comment devient-on entrepreneur en marketing relationnel? Très simple. Première chose, cherchez dans votre entourage, il y a quelqu'un qui a ses flippos Pokémon. Dans votre entourage, il y a un ou plusieurs professionnels du MLM. Alors peut-être que vous les avez mésestimés jusqu'à présent, que vous ne leur avez pas accordé beaucoup d'attention, ou beaucoup de crédit, ou beaucoup de mérite, mais prenez contact avec ces gens, demandez-leur une explication. Quelle est l'entreprise avec laquelle ils travaillent? Quels sont les produits ou les services qu'ils développent? Depuis combien de temps ils font ça? Et demandez-leur une chose très importante. C'est, ok, mais quelle est la structure de formation? Parce que tout le monde peut réussir dans le marketing relationnel à partir du moment où on reçoit une bonne formation. Ceci dit, s'il n'y a pas de formation du tout, ça n'est pas pour autant un mauvais signe. Quand il n'y a pas de formation du tout, il y a des gens qui me posent souvent la question, qui me disent « Oui,
Mais moi, j'ai pas de chance, je suis pas tombé dans la bonne équipe. Si j'étais tombé avec toi, Jean-Philippe, ça se serait passé autrement. Ah, j'aurais rêvé d'avoir un coach comme toi, etc. C'est une fausse excuse, ça flatte mon ego, mais c'est une fausse excuse. En fait, il faut se dire une chose. Si on était le premier, imaginez, Jessica, qu'une entreprise américaine, je sais que vous avez vécu pas mal aux États-Unis, à Miami notamment, imaginez qu'une entreprise américaine vous contacte et vous dise, voilà, j'ai eu votre numéro de la part d'eux, qui m'a dit que, et vous pourriez être un de nos partenaires pour ouvrir le marché européen. Ça va être une superbe opportunité. Et vous devriez la saisir ou au moins bien l'étudier. Et imaginons que vous la saisissiez. Vous allez être la première en Europe. Ça veut dire que vous aurez une perspective de réussite, de succès extraordinaire. Parce que vous êtes la première à être en possession de l'information. Mais il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de témoignage client, il n'y a rien. Il n'y a pas de credentials, comme on dit, de faits qui donnent du crédit à votre opportunité. C'est nouveau. Il n'y a pas. Est-ce pour ça que vous ne devez pas vous lancer? Évidemment non. Vous allez vous lancer et vous allez faire ça. Vous constituer une bibliothèque et faire preuve d'ingéniosité en vous demandant, ok, je suis la première, je dois trouver les réponses. Je suis confronté à des challenges, à des difficultés, à des problèmes, à des questions auxquelles spontanément je n'ai pas la réponse, ou quand je réponds, visiblement, ce n'est pas adapté, ce n'est pas ce qu'il fallait répondre. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, il faut aller chercher dans les livres. Il faut aller chercher à l'extérieur, dans la tête des autres qui ont déjà du succès dans un secteur similaire. Vous savez, il y a beaucoup de chefs étoilés au Michelin qui sont allés se former chez d'autres chefs étoilés. Et ils se connaissent, et ils partagent leurs trucs. Et monsieur, madame, tout le monde devrait faire ça. Les meilleurs partagent avec les meilleurs. Alors pourquoi est-ce que nous ne partagerions pas ensemble nos meilleurs trucs et nos astuces pour devenir les meilleurs de la rue, puis les meilleurs du village, puis les meilleurs de la ville, et pourquoi pas faire partie d'une certaine élite du pays? Pourquoi pas? Le MLM permet ça. Alors, en parlant MLM, il y a une croyance qui court et j'entends, mais tout ça, est-ce que c'est vraiment légal? Parce que ça fait vraiment penser à un truc de pyramide, et tous ces trucs-là qui ne sont pas du tout légaux. Donc, est-ce que c'est vraiment légal? Alors, c'est une question qui a surgi longtemps. Maintenant, elle a disparu des radars. Ah oui? Oui, je fais cette activité depuis 2002, donc ça fait maintenant 12 ans. Et cette question, elle venait sur la table les 3-4 premières années. Et puis après, petit à petit, elle a disparu. Probablement parce que la compréhension du grand public s'améliore. Il y a une meilleure communication avec les réseaux sociaux, etc. Donc, déjà, petit préambule avant de répondre à la question, elle a disparu un peu du radar. Maintenant, qu'est-ce que c'est un système pyramidal illégal? Quand vous posez la question aux gens, les réponses qui viennent le plus souvent, c'est « Ah, c'est comme ça, c'est celui qui est au-dessus qui gagne le plus. » Oui, donc une société traditionnelle est illégale. Elle est structurée comme ça, et le PDG, le fondateur, est celui qui gagne le plus. Ah oui, non. Est-ce que le gouvernement est pyramidal et illégal? Parce que celui qui est au-dessus gagne le plus. Ah oui, non. Est-ce que le système des retraites est illégal? Parce que les premiers qui ont intégré le système, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ont eu une pension plus élevée que celle que nous aurons, vous et moi. Vous savez ça. Donc, c'est aussi une sorte de pyramide. Nous cotisons aujourd'hui, mais comme notre espérance de vie est de plus en plus longue et que les caisses se vident de plus en plus vite, nous aurons une pension très faible. C'est déjà sûr. Non. Un système pyramidal illégal, c'est un jeu d'argent pur où il n'y a pas de client, où il n'y a pas de produit, il n'y a pas d'échange de valeur, il n'y a pas de service ajouté. Et les lois françaises, belges, suisses sont très claires. Les chaînes d'argent, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, ce sont des systèmes de Ponzi, sont interdits lorsque les adhérents doivent payer des coûts d'inscription qui s'élèvent parfois à des dizaines de milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros,
Eh bien, la loi dit, c'est illégal lorsque les adhérents doivent s'acquitter de frais d'inscription qui servent à rémunérer les adhérents qui se sont lancés avant eux. Donc il n'y a pas de notion de client. C'est même pire que ça. Les systèmes pyramidaux vraiment foireux, c'est de l'échange de main à main. L'argent n'est pas déclaré, il n'y a pas de numéro d'entreprise, c'est tout en sous-marin. Et donc ça, il faut vraiment que les gens qui nous regardent se méfient et fuient absolument. Dès qu'on vous parle d'une opportunité où on vous dit, voilà, il n'y a rien à faire, il faut juste laisser faire le système, tu mets juste 1 000 euros, 1 500 euros, 2 000 euros et tu attends, il faut fuir. C'est mauvais, c'est illégal, vous allez probablement perdre des sous, et si vous en gagnez pendant un certain temps, croyez-moi, sur parole, après vous allez perdre vos amis, parce que vous allez attirer les gens dedans, et quand la police, le gouvernement, l'État va se mêler du truc et va fermer la boîte, vous serez responsable aux yeux des gens que vous aurez attirés. Donc non, l'État, la loi française, par exemple, elle est très claire, elle dit le marketing relationnel est une activité professionnelle reconnue par la loi, notamment au travers du statut de VDI, et elle permet que monsieur, madame, tout le monde, le français moyen, le français normal, puisse se lancer dans ce type d'activité après, en complément de son travail, en complément d'une activité pleine, et génère des revenus grâce à ça. Évidemment, on doit déclarer les revenus, on doit être en ordre d'un point de vue légal. C'est ce qui fait justement que c'est légal. Dans les autres systèmes, on vous dit non, ne te tracasse pas, les impôts ne te tracassent pas, on va te payer sur une carte Mastercard, carte de crédit virtuelle, ou on va te payer en coins, ou en je ne sais pas quoi. C'est très, très, très néfaste. Donc il faut qu'il y ait des clients, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un service rendu ou un produit ou quelque chose de consommé, c'est ça? Voilà, on peut donner des exemples simples et larges pour ne pas faire l'apologie ou la publicité d'une entreprise en particulier. Il y a par exemple les boîtes en plastique. On ne va pas citer la marque, mais ces boîtes en plastique où on fait des soirées démo, eh bien c'est le concept de marketing relationnel. Ces soirées démo entre filles, entre copines, bon voilà, il y a toute la mode des sex toys et de tous les dérivés avec les crèmes, etc. Bon, là, ce n'est pas les exemples les plus flatteurs forcément, mais il y a des produits d'utilisation courante, comme la téléphonie, l'énergie, l'électricité, le gaz, Internet, il y a des compléments vitaminés, il y a des boissons énergisantes. Donc c'est toujours un produit, un service aussi ou et un service? Service, c'est par exemple télécom, vous avez un abonnement, et vous avez la possibilité d'avoir un abonnement moins cher pour le même volume. Voilà. Ça, c'est un service. Ce n'est pas juste de l'argent et tout ça, c'est ça qu'il faut dans ce faire la cas-là, différence. c'est un service. Mais dans les autres cas, c'est un produit. Donc imaginons par exemple que vous êtes une jeune femme coquette, ce que vous êtes sans doute, et que vous prenez soin de votre visage. Eh bien, il se trouve que je suis certain, dans votre entourage, il y a une femme ou un homme qui est actif auprès d'une entreprise de MLM spécialisée dans les produits cosmétiques de très grande qualité, par exemple avec l'aloe vera. Vous avez déjà entendu parler de l'aloe vera? Oui. Là, on trouve l'aloe vera dans toutes les grandes surfaces, dans tous les magasins, mais on trouve l'aloe vera avec des formules spéciales, des produits testés cliniquement, etc., au travers du marketing relationnel. Alors, soit ils sont moins chers à qualité égale, soit ils sont au même prix avec une qualité supérieure. Mais on ne trouvera jamais, pardon de l'expression, mais un truc bidon dans le marketing relationnel. C'est quasiment, je ne vais pas m'engager parce que je ne connais pas tous les produits, toutes les entreprises, mais dans l'immense majorité des cas, c'est un produit qui a une véritable valeur ajoutée, ou un service qui a une véritable valeur ajoutée qu'on ne va pas trouver dans le commerce traditionnel. Alors, vous parlez d'impôts et de déclarer, donc c'est obvious, c'est naturel, évident que donc c'est quelque chose de légal. Oui. Alors, par rapport aux impôts, est-ce qu'ils risquent d'augmenter assez méchamment? Alors, encore une fois, là, oui, bonne question. Les impôts peuvent augmenter, et c'est bon lorsqu'ils augmentent. Ça veut dire qu'on gagne plus? Mais voilà, contrairement à la croyance populaire, mon papa, il a été ouvrier pendant plus de 40 ans, d'accord? Un homme extraordinaire, courageux, besogneux, avec d'immenses valeurs. Un homme fantastique. Mais je l'ai toujours entendu me dire, en Belgique, plus on gagne, plus on paye d'impôts. Et probablement
que si vous habitez en France, vous avez déjà entendu l'adage qui dit « En France, plus on gagne, plus on paye d'impôts ». Et en Suisse, c'est pareil. Dans tous les pays francophones, j'imagine qu'on entend ça, en fait, dans tous les pays du monde. Mais c'est faux. Sinon, je voudrais bien qu'on m'explique comment des hommes et des femmes deviennent millionnaires en partant de rien. Puisque si c'est vrai que plus ils gagnent, plus ils payent, mais si plus ils gagnent, plus ils payent, en réalité, moins ils gagnent. Donc comment deviennent-ils millionnaires? Pas logique. Si plus ils gagnent, moins ils gagnent. C'est pas possible. Vous voyez? À un moment donné, on doit faire preuve de bon sens et prendre du détachement. Là où c'est vrai, par contre, et où mon papa a raison, c'est quand on a un contrat de travail, qu'on est salarié, employé, ouvrier, qu'on travaille pour un patron et qu'on est soumis à des plafonds, qu'il y a comme ça des plafonds d'imposition. Mais lorsqu'on est entrepreneur, plus on gagne, plus on peut avoir des frais professionnels qui font diminuer l'imposition et donc qui augmentent notre profit. Je donne un exemple concret. Si vous devenez entrepreneur dans le secteur de l'ORECA, la restauration, ça va? Et que c'est associé à une entreprise de MLM. Comme ça, je cite quelque chose qui n'existe pas et on ne fait pas de favoritisme. Okay? Eh bien, qu'est-ce qui va être considéré comme des frais professionnels par l'État par rapport à votre activité? C'est simple. Le transport, voilà. Le téléphone. Véhicule, carburant, téléphone, des frais de restauration, de représentation. Vous invitez des prospects, vous rencontrez des clients potentiels, vous leur offrez un verre, vous mangez un bout avec eux, et vous recevez ce qu'on appelle une souche TVA. En Belgique, c'est comme ça que ça s'appelle. En France, je ne sais pas comment, mais on reçoit un reçu. Et tout ça va dans ce qu'on appelle les frais professionnels déductibles. Qu'est-ce que ça signifie? Mon papa, toute sa vie qu'il a été salarié, les premiers à se servir, c'était les impôts. C'est pour ça qu'il y a une différence entre le revenu brut et le revenu net qui arrive à la fin du mois. Les premiers qui se payent, c'est les gouvernements. Ils prennent à la base. Hop! C'est la différence entre le brut et le net. Donc mon papa utilisait son net pour payer toutes ses charges, ses frais, ses assurances, etc. Et puis, il lui restait quelque chose. Et ce quelque chose, quand il restait, c'était pour le plaisir, pour la qualité de vie. Une sortie au resto, une sortie au ciné, mettre un petit peu de côté pour aller en voyage. D'accord? Et à la fin de l'année, il repayait encore des impôts. Souvent. Oui. Quand on est entrepreneur, ça fonctionne différemment. Vous avez vos rentrées. De ces rentrées, on va déduire tous vos frais professionnels. Mais que vous avez déjà payés. D'accord? Donc c'est comme si on les retirait de votre brut, mais vous avez eu l'argent, vous avez payé. Vous me suivez toujours? Oui. Ils ont été payés. On diminue tout ça de votre revenu imposable. Et donc on dit, voilà, sur 50 000 de rentrée, en réalité, il y a 20 000 d'imposables. Là où mon papa aurait eu 50 000 d'imposables en tant que salarié. Donc hop, ça tombe à 20 000. Sur les 20 000, vous allez payer à peu près 30-33% d'impôts. Donc 7 000 euros. Okay? Tout ce qu'il va rester, c'est 13 000 euros à peu près, c'est votre style de vie. Parce que tout est payé. Oui. Donc ça augmente les possibilités de manière phénoménale. Surtout quand on fait ce type d'activité en plus d'un job. On peut devenir millionnaire après journée. Grâce à ce concept de marketing relationnel couplé aux énormes avantages fiscaux qui sont liés à ce type d'activité. Alors, vous avez parlé du statut de VDI, et donc on peut déduire les charges en étant un VDI. Oui, par exemple, une formation. Oui. On veut participer à une formation dans le but de s'améliorer pour pouvoir faire augmenter son chiffre Donc d'affaires. il y a le voyage, il y a l'hôtel. Et ça devient en partie ou en totalité, ça dépend un petit peu de votre situation personnelle, ça dépend de ce que votre comptable ou votre fiscaliste vous dit, mais au moins en partie, ces frais sont déductibles. Donc c'est tout bénéfice. C'est comme la TVA. Pour la France, je ne vais pas m'engager. Pour la France et la Suisse. Mais pour la Belgique, exemple simple. Nous achetons tout TVA comprise. En Belgique, c'est 21%. Lorsqu'on est un professionnel du marketing relationnel, on récupère cette TVA.
tous les trimestres. Donc, la TVA sur le carburant, la TVA sur le restaurant, la TVA sur mon abonnement de GSM, la TVA sur mon abonnement d'Internet, la TVA sur l'achat de mon smartphone, la TVA sur l'achat de mon ordinateur, tout ça me revient chaque trimestre. Je récupère, c'est la loi. Ça fait un joli chèque à la fin. Ça fait un joli chèque chaque trimestre. D'autant que la plupart des entreprises de marketing relationnel peuvent négocier des accords avec la TVA pour nous payer hors TVA. Du coup, en étant payé hors TVA, on ne doit jamais la rendre. Parce que le principe de la TVA, c'est ça. On la touche, mais on doit la rendre. Donc, on ne doit pas la compter dans notre revenu. Il y a des opportunités MLM où on est systématiquement payé hors TVA. Et c'est l'entreprise avec laquelle nous collaborons qui, chaque trimestre, verse la TVA pour tout le monde. Donc, on n'avait pas besoin de Donc, on a le meilleur des deux mondes. On ne perçoit pas la TVA, donc on ne la rend pas. Mais on paye la TVA sur nos achats professionnels, donc on la récupère. Et en plus de ça, prenons l'exemple d'un smartphone. Vous savez qu'il existe maintenant des smartphones à 5, 6, 700 euros, voire plus. Yes. Déjà, qu'est-ce que vous préférez? Le prix TVA compris ou le prix hors TVA? Hors TVA. Évidemment, hors TVA. Donc on va dire qu'il est à 600 euros, moins 20%, donc ça fait, il tombe à 480 euros. Ok? 480 euros hors TVA. Et puis ensuite, l'État va vous dire, est-ce que vous utilisez ce smartphone à but professionnel? Oui, forcément. Ok, alors on va le déduire. Totalement. Et qu'est-ce que ça signifie déduire? C'est comme je dis souvent, sortir d'une poche pour les remettre dans l'autre. On a effectué la dépense de 600 euros, puis 3 mois plus tard, on récupère 120 euros, les 21%, puis l'année suivante, au moment d'être taxé, c'est déduit de notre revenu imposable. Donc, on remet dans notre autre poche. Donc, il y a des avantages, mais extraordinaires. Et donc, un jour, malgré tous les avantages fiscaux, si vous réussissez bien, vous serez amené à payer plus d'impôts. Mais où est le problème, très objectivement, de payer 150 ou 200 000 euros d'impôts si vous avez fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires et que vous avez déduit tous vos frais, et que vous avez pu déduire le loyer, et que vous avez pu déduire la voiture, ou les 2 voitures, ou les 3 voitures? Où est le problème? En plus de ça, il y a une philosophie qui, à mon avis, est intéressante. C'est pourquoi paye-t-on des impôts? Pour nous casser les noisettes? Pour qu'on râle? Pour qu'on soit fâché? Pour qu'on ne soit pas content? Non. On paye des impôts pour qu'il y ait un système autoroutier, pour qu'il y ait des routes en bon état, pour qu'on vienne prélever nos immondices chaque semaine, qu'on soit dans des villes propres, éclairées, qu'il y ait un service de protection civile, qu'il y ait un service de police, de gendarmerie, qu'il y ait un service de pompiers, qu'il y ait des hôpitaux dernier cri, qu'il y ait toute une série de choses. La protection sociale. En Belgique, vous allez chez un médecin, vous payez 35 euros, on vous en rend 20. Tout ça contribue à notre bien-être. Et comment faisons-nous pour avoir tous ces avantages? On paye des impôts. Et plutôt que de payer des impôts, je préfère dire je paye une contribution. Je paye mes contributions. C'est une autre façon de voir la chose. Je contribue au bon fonctionnement du pays. C'est bon de payer de l'impôt. Évidemment, il y a une limite à tout, mais c'est bon de payer de l'impôt. Là où ça pose un problème de payer de l'impôt, c'est quand on a dépensé tout ce qu'on a gagné. Mais l'impôt n'est pas une surprise. Si nous sommes amenés à travailler ensemble, ce ne sera probablement jamais le cas. Mais imaginons que nous sommes amenés un jour à travailler ensemble. Une des premières choses que je vais vous dire, Jessica, c'est automatiquement, chaque fois que tu gagnes 1 000 euros, tu mets 30% sur le côté. Tu n'y touches pas. Ce sera la première chose que je vous dirai si on est amené à travailler ensemble. Parce que si vous gagnez 1 000 euros par mois, ça fait 12 000 euros par an. Mais si vous avez mis 300 euros de côté chaque mois, il y a 3 600 euros de côté au bout de l'année. Ça n'a l'air de rien. Il y a 3 600 euros. Et quelle est la position à peu près maximum que vous aurez sur 12 000 euros? À peu près 3 600 euros. Donc tout est anticipé. Et vous ne payerez jamais 3 600 euros parce qu'on va déduire vos frais professionnels. C'est au cas où. Et au cas où, vous avez ça. L'impôt, les contributions, ce n'est pas une mauvaise surprise. Ça ne devrait être une mauvaise surprise pour personne, en fait. Parce que nul n'est censé ignorer la loi.
Et donc malheureusement, celui ou celle qui se retrouve dans une situation précaire lorsqu'il doit payer ses impôts, c'est un défaut de prévoyance. Alors, on entend les gens jusqu'ici qui disent « Oui, mais moi, c'est pas pareil, je ne saurais pas mettre de côté. À la fin du mois, ou le 20 du mois, ou le 25 du mois... » Bon, déjà, raison plus pour vous de vous intéresser à une activité en plus du style marketing relationnel. Mais, si ça ne vous plaît pas, il y a une autre chose à faire. C'est de vérifier vos dépenses. Est-ce que toutes les dépenses que l'on fait sont nécessaires? Alors, je ne dis pas qu'il faut commencer à raisonner de manière pauvre. Ce n'est pas ce que je dis. Mais repenser notre budget, ça c'est quelque chose de responsable, quelque chose de sain. Par exemple, un jour, il y a un homme que j'ai complètement scié. Il était en train de se fâcher quand je lui ai expliqué ceci. Et il me dit, mais est-ce que vous vous rendez seulement compte que je ne sais même pas où part tout mon argent? Et je lui ai répondu du tac au tac, et vous attendez quoi pour savoir? Parce qu'on ne peut pas rester comme ça, en disant, mais je ne sais pas où part tout mon argent. C'est irresponsable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut s'assumer, les impôts, ce n'est pas une surprise, et quand on est amené à payer de l'impôt, en réalité, on contribue au bon fonctionnement du pays. Alors, quels sont les 3 plus grands bénéfices de cette activité? Le marketing relationnel, d'abord et avant tout, l'épanouissement personnel. Le développement personnel, la personne que vous devenez au sein de cette activité. Parce qu'en fait, pour vous donner une image de ce qu'est cette profession, c'est une profession où vous allez voir plein d'hommes et de femmes motivés, positifs, enthousiastes, qui croient en leurs rêves, qui chassent leurs rêves, qui courent après leurs rêves, qui sont dans l'action. Ils ne sont pas tous comme ça, mais vous allez en trouver beaucoup plus dans ce métier, dans cette profession, que dans les métiers traditionnels. Beaucoup, beaucoup plus. Genre 100 fois plus, ou 1000 fois plus. Yes. C'est vraiment un monde d'hommes et de femmes positifs, avec une attitude dynamique. Pas positif, je vais bien, tout va bien. Non, positif. On y va. I've got the power. Je peux le faire. Ok? Donc ça, c'est un premier immense bénéfice. C'est qu'on dit toujours, tu deviens... les 5 personnes. Voilà, les 5 personnes que tu fréquentes le plus, tu deviens comme elles. Leur revenu moyen est ton revenu moyen. Leur niveau de culture générale est ton niveau de culture générale. C'est vrai. Qui se ressemble, s'assemble. Voilà, on fréquente les mêmes personnes, on devient comme elles. Donc si vous allez fréquenter des millionnaires ou des apprentis millionnaires ou des hommes et des femmes qui sont dynamiques, ambitieux, qui se donnent les moyens de réussir, devinez quoi? Vous allez devenir quelqu'un de dynamique, ambitieux, qui se donne les moyens de réussir. Donc ça, c'est déjà le premier bénéfice qui est fantastique. C'est la personne que vous devenez dans le parcours. D'accord? Un de mes mentors, Jim Rohn, il disait toujours, mettez sur votre liste d'objectifs de devenir millionnaire. Pas pour le million, mais pour l'homme ou la femme que vous devenez dans le processus, pour gagner $1 million ou $1 million. Ça, c'est la première chose. Deuxième immense bénéfice, on vient d'en parler quand même pas mal, ce sont les avantages fiscaux. Ils sont colossaux. Ce sont les mêmes que pour les grandes entreprises. Pas les toutes grandes entreprises d'envergure mondiale, mais ce sont les mêmes. Les mêmes abattements fiscaux, les mêmes avantages, les mêmes déductibilités. C'est juste fantastique. Tout en sachant et en se remémorant qu'on est dans un business qui n'a pas nécessité un investissement incroyable, quelques centaines d'euros tout au plus, et où on n'a pas de charges, où on n'a pas de loyer à payer, on n'a pas d'employés, on n'a pas de stock. Tout ça n'existe pas. On est dans un business hyper moderne. Hein, okay? Et alors le dernier point, c'est les revenus sans limite. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue immensément. Et vous ne trouverez nulle part ailleurs, à ma connaissance, je n'ai pas la prétention de tout savoir, mais en tout cas très difficilement, pour ne pas être trop affirmatif, très difficilement vous trouverez une opportunité qui permet à monsieur, madame, tout le monde, sans distinction de diplôme, de race, de couleur de peau, de philosophie religieuse, d'expérience professionnelle, les possibilités de revenus qui existent dans notre métier. Il n'y a pas de limite, en fait. On est payé au mérite. Plus on mérite, plus on gagne. C'est simple. Plus le portefeuille, le chiffre d'affaires que l'on crée
soi-même et au travers de son équipe est important, plus le revenu est important. Et souvent, petite phrase, c'est, il y a des gens qui viennent me trouver en me disant « je mérite mieux que ce que j'ai. Je mérite mieux que mon job. » Eh bien, je leur dis, je vous présente le marketing relationnel, le MLM. Maintenant, ça va être à vous de prouver que vous méritez mieux. Parce que dans ce secteur, on est payé au mérite. Donc les gens qui me disent « je mérite mieux que mon emploi de et mon salaire de », je dis « bienvenue. Voilà l'occasion pour vous de prouver qu'en effet, vous méritez mieux. » Et bien souvent, c'est le cas. Alors maintenant qu'on se connaît un petit peu mieux, Oui. vient l'heure de vous faire passer sur le grill de mon questionnaire en toute intimité. Oh là. Ok. Non, ça va, c'est pas trop chaud, ça va. Ça brûle pas. J'ai ici une liste de 25 questions et je vais vous demander d'en choisir 3 au hasard. Alors, 3 au hasard. Alors, un chiffre entre 1 et 25. 2. Quel genre d'enfant étiez-vous dans la cour d'école? Plutôt timide, assez vilain petit canard. Ah oui. Oui. Vilain petit canard. En fait, oui, j'ai eu la chance d'avoir des facilités à l'école, beaucoup de facilités, et ça ne me rendait pas populaire auprès de mes petits camarades. Et comme en plus mes parents ont toujours eu une éducation hyper stricte avec moi, ils avaient la main très légère, etc. J'étais un enfant plutôt effacé, plutôt chétif et craintif. Donc pas trop vilain, c'est juste... Ah non, Pas ça du plutôt, pas pour me lancer des fleurs, mais plutôt le contraire, très très gentil. Le genre de petit garçon qu'on pouvait emmener au restaurant et on savait qu'il n'y aurait pas de catastrophe. Voilà. Belle image, belle image. Alors une autre question, un chiffre entre 1 et 25. 11. 11. Quel est votre mentor, votre source d'inspiration première? Je ne peux pas en isoler un, alors je vais en citer 3, qui sont toujours les mêmes et je leur dois tout. Je vais les citer dans l'ordre d'apparition dans ma vie. Ça ne veut pas dire qu'il y a un ordre d'importance. Le premier qui est apparu dans ma vie, c'est Jim Rohn. Jim Rohn qui était un conférencier, un entrepreneur américain, un conférencier international. On l'appelait l'entrepreneur philosophe. Et je trouve que ça résume vraiment bien. Il a eu un impact majeur sur moi. Malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion de lui serrer la main, de le rencontrer, de le voir en vrai. Donc, mais par contre, j'ai entretenu une relation, si on peut dire, avec lui, puisque pendant des années, il a été chaque jour avec moi dans la voiture. Avec ses les CD tournaient en boucle. Et il y a un coffret là, de 8 CD. Maintenant, je l'écoute un peu moins. Mais il fut un temps où je connaissais les 8 CD par cœur, au mot près, à l'intonation près et au silence près. Tellement j'ai dévoré ce que cet homme pouvait dire. Ça, c'est le premier. Le deuxième qui est arrivé dans ma vie, vous le connaissez très bien, c'est Christian Godefroy, un homme aussi incroyable, qui lui m'a appris beaucoup de choses, notamment le pouvoir des mots. Que les mots ont un pouvoir qu'on sous-estime la plupart du temps. Et c'est un homme qui m'a impressionné par sa bonté et son côté hyper accessible. Je me rappelle très bien les raisons pour lesquelles on est entré en contact. En fait, votre papa était quelqu'un de très curieux. Il achetait tout ce qui sortait sur le développement personnel. Et un jour, j'ai écrit un livre sur... les recommandations d'une troisième personne que je vais citer. Et Christian a donc commandé mon livre. Mais à l'époque, je traitais tout manuellement, c'est moi qui gérais les expéditions. Et quand j'ai vu le nom de Christian Godefroy dans la liste des commandes, j'ai été complètement impressionné. Donc je lui ai rédigé un petit mot pour le remercier, etc. J'ai envoyé ça au chalet en Suisse. Et je me suis dit, waouh, il habite dans un chalet en Suisse. Et puis... je me suis permis de lui envoyer un mail pour voir ce qu'il pensait de la lecture du livre. Il a été très gentil, très élogieux et tout. Il a dit qu'il adorait mon style de lecture, que j'avais un certain talent, etc. Je pense qu'il a un peu embelli, parce que quand je relis le livre aujourd'hui, il est bien, mais voilà, sans plus. Et puis, un jour, je lui ai proposé qu'on écrive un livre ensemble.
Mais en fait, c'était longtemps après. On s'était perdu de vue parce que je n'osais pas trop le solliciter. Et un jour, je lui ai envoyé en fait le brouillon d'un livre qui est toujours, je pense, disponible, qui s'intitule « La vie est trop chère, comment s'en sortir ?» Ça vous dit peut-être quelque chose. Et je lui ai envoyé un mail en disant « Voilà, Monsieur Godefroy, j'adorerais qu'on puisse écrire ce livre ensemble. Voilà, j'ai déjà mis la base, le brouillon. » Et dans l'heure, il me répondait qu'il était tout à fait OK, il voulait me téléphoner. Donc je lui ai donné mon numéro de téléphone. Un homme délicieux, un homme extraordinaire, il nous manque beaucoup. Mais il a eu un impact incroyable sur ma vie. Et de son vivant, j'ai eu la chance de le serrer dans mes bras, de lui faire de gros bisous et de lui dire à quel point j'étais chanceux de l'avoir croisé, de l'avoir eu sur ma route. Alors ça le gênait. Il riait avec ses boucles comme ça qui bougeaient dans tous les sens, mais je lui ai dit un grand nombre de fois. Et alors le troisième, il est toujours vivant, enfin, c'est Tom Schreiter, Tom Biga Schreiter, un homme, un phénomène. Dans notre métier, le marketing relationnel, c'est une légende vivante. Pendant 2 ans, dans les années 70, il a eu échec sur échec sur échec sur échec. C'est pas compliqué. Après 2 ans, il a fait les comptes. Il avait 0 client, 0 partenaire dans son équipe. Wow. Que du résultat négatif. Et là où tout le monde aurait arrêté en disant ça ne marche pas, lui il a dit, et ça c'est un des grands enseignements qu'il m'a transmis, il a dit ok, c'était chaque fois moi qui étais sur la scène de crime. C'est chaque fois moi qui étais devant chaque client potentiel ou chaque distributeur potentiel. Si eux tous qui ne se connaissent pas m'ont tous donné la même réponse qui est non, c'est que c'est à cause de moi. Je suis le seul point commun à tous ces gens-là. Donc, c'est ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais qui provoque le résultat que je reçois. Et cet homme a commencé avec beaucoup d'ingéniosité à modifier ce qu'il pensait, à modifier ce qu'il disait et modifier ce qu'il faisait, toujours dans le but de s'améliorer, ingénieur de formation. Donc il a tout analysé. 2 ans plus tard, il avait une équipe de 100 000 distributeurs. Incroyable. Une légende vivante. Et en plus de ça, pareil, un cœur comme ça, très accessible. Par contre, lui, il n'aime pas les bisous. Il a ce type de personnalité où les gros hugs, ça ne lui plaît pas trop. Mais c'est un ange descendu sur terre. Il est d'une disponibilité rare. Et voilà, vraiment, si je peux vous recommander, c'est Jim Rohn, Christian Godefroy, Tom Schreiter. 3 grands parmi les plus grands. Ah oui. Et une dernière question, un chiffre sur le 25. Allez, la 27, la dernière. La 25. Ah, 25. 25. Si vous pouviez changer quelque chose dans l'histoire de l'humanité, que changeriez-vous? Je supprimerais le Moyen-Âge, je ferais durer l'Antiquité grecque le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes durant l'Antiquité étaient plus intelligents que nous aujourd'hui. Ils avaient une meilleure culture de leur cerveau, ils avaient développé la rhétorique, ils avaient développé la philosophie, la psychologie, la politique, et malheureusement le Moyen-Âge est passé par là. Il y a eu des destructions de documents incroyables. Et je pense que vous avez déjà entendu parler de l'horloge d'Archimède. Oui et non, ça me dit quelque chose, mais je... On a retrouvé en mer Méditerranée une sorte d'automate, des rouages très complexes. Ah non, ouais. Jamais entendu parler. Et après de nombreuses années, en fait, on l'a trouvé au début des années 1920, un engrenage comme ça. On aurait dit que ça venait d'une machine, mais tellement rouillé que c'était pas possible que ça soit nouveau dans l'eau. Et donc, c'est resté oublié comme ça. Et c'est un mécanisme assez bizarre qui a épaté et qui a complètement subjugué les historiens. Et donc, au début des années 2000, il y a de gros budgets qui ont été investis dans les recherches de ce que pouvait bien être cette fameuse machine qu'on avait trouvée au fond de l'eau en Grèce. Et en fait, c'est une machine extraordinaire, une sorte d'ordinateur qui a été conçu par Archimède en 300 avant Jésus-Christ. Si je ne m'abuse, je crois que c'est 300 avant Jésus-Christ. Et qui servait en fait à mesurer et à prédire
à mesurer le temps et à prédire toutes les phases lunaires, toutes les phases solaires et tous les mouvements des planètes. C'était le mécanisme le plus précis qu'on n'ait jamais découvert, qu'on n'ait jamais conçu. On n'en a pas conçu de tel avant le XVIIIe siècle. C'est dire à quel point les Grecs étaient en avance sur nous. Et donc malheureusement, leur empire a dégringolé, les barbares ont eu le dessus, et ils ont détruit la bibliothèque d'Alexandrie, et on a perdu un savoir extraordinaire, et ça c'est bien dommage. Donc si je pouvais changer une chose, ce serait ça. Vive l'Antiquité grecque. Yes. Alors on arrive un peu à la fin de notre interview, Sniff. On a quand même pas mal parcouru, on a vu qu'on a tous la possibilité d'être libre et d'avoir une intelligence financière énorme. On a un potentiel, on va dire, illimité en termes de ressources, de gagner de l'argent financier, et le fait qu'on génère virtuellement des millions. Oui, ça c'est l'info depuis quand même qu'on du est soir. tout petit. Voilà, et jusqu'après la mort. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le jour où on prend conscience de ça, et surtout qu'il existe des moyens simples, amusants et légaux de récupérer une partie de ça, normalement on doit comprendre que probablement on n'aura plus jamais de soucis d'argent, parce que c'est quelque chose que l'on fait naturellement. Donc ça c'est vraiment une grande info à mon avis. Yes, et on a vu aussi, alors donc on est rentré dans les détails de qu'est-ce qu'est le marketing de réseau, le MLM, que c'est bien légal. Bon, et il y a des entreprises qui se prétendent être marketing de réseau mais qui ne le sont pas. Donc c'est ça, ces fameuses pyramides qu'on appelle. Et il y a une règle simple aussi, c'est la fédération de la vente directe. Il existe dans chaque pays une fédération de la vente directe. Et si l'entreprise n'est pas partenaire de la fédération de la vente directe, ça ne veut pas dire charrette, mais... Faites attention. Pas faire attention, mais il faut bien... il faut être plus sur ses gardes. Mais ça ne veut pas dire charrette pour la cause. Et est-ce que je manque quelque chose? On a aussi... Non, on a bien fait le tour jusque-là. Les conseils... Oui, et puis les 3 bénéfices d'être dans le marketing réseau, qui est le développement personnel. Ah oui, ça c'est inestimable. Inestimable. Nul ne peut voler l'argent que vous mettez dans votre tête. Ça, c'est aussi un grand dicton qui est tellement vrai. C'est que le marketing relationnel permet de faire augmenter les compétences qui se trouvent entre nos 2 oreilles. C'est du développement personnel pur. Donc même si un jour tout s'arrête, même si un jour vous changez d'orientation, vous n'allez pas perdre les compétences que vous aurez développées. Ça, c'est le cadeau le plus inestimable du MLM. Alors il y avait ça, la première, et il y avait aussi les bénéfices fiscaux. Les avantages fiscaux, exact, qui sont énormes et qui sont similaires aux grandes entreprises. Oui. Et la troisième qui était... Les revenus sans limite. Les revenus sans limite. Voilà, pas de limite dans le revenu, et on est payé au mérite. Pas des passe-droits, pas des petits trucs, non. Il y a des ordinateurs. Dans la plupart des entreprises de marketing relationnel, en fait, on vous octroie un code, une étiquette qui vous identifie dans le système. Plus votre étiquette est scannée par l'ordinateur, plus vous gagnez. C'est aussi simple. C'est tout simple. Alors, j'ai encore ma dernière question. Ma question qui tue. Oh, ok. Oui, alors, Jean-Phi, avec tout ça, c'est très beau, des millions, ok. Mais vous, concrètement, est-ce que vous avez bien gagné financièrement votre vie avec le MLM? Alors, clairement, mieux que dans mes rêves les plus fous. Pour donner des chiffres, parce que souvent les gens demandent des chiffres, l'équipe que j'ai constituée uniquement en Belgique, parce que l'opportunité que moi j'ai développée est uniquement en Belgique, c'est une équipe de 4000 personnes. On a fait 170 000 clients, et le chiffre d'affaires mensuel était de l'ordre de 2,5 millions à 3 millions d'euros. Et donc les revenus qui ont été générés par ça ont dépassé tout ce que j'ai pu imaginer. Même lorsque j'ai débuté et que je me suis dit « Waouh, ça a l'air génial ce truc !» Et on a gagné 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros. J'étais loin de la vérité. C'est absolument phénoménal ce qui peut arriver. Et on peut difficilement l'anticiper. En fait, c'est ça aussi qui est magique. C'est qu'on se lance dans un premier temps, il faut le prendre comme un nouveau métier, une nouvelle profession accessoire qui va générer quelques centaines d'euros par mois, mais tout de suite quelques centaines d'euros de liquidité en plus à la fin du mois.
liquidité disponible, ça fait une énorme différence. Et puis ces quelques centaines deviennent 1000, et puis 1500, et puis 2000, et puis 4000, et puis poum, poum, poum. Et tout augmente si on persiste à fournir les efforts. Si on fait en sorte de faire tourner la marmite, de faire en sorte que ça tourne, eh bien, en fait, on rentre dans le monde de la multiplication. Tant que je n'avais pas découvert le marketing relationnel, et j'étais bloqué dans le monde de l'addition. Mon papa a été bloqué toute sa vie dans le monde de l'addition. Qu'est-ce que c'est? C'est les heures que l'on donne sont payées. Point. Si on est là, on est payé. Si on n'est pas là, on n'est pas payé. Ok, il y a les 13e mois, il y a les congés payés, mais c'est pas pareil. Le monde du marketing relationnel, c'est le monde de la multiplication. Parce que imaginons que nous soyons amenés à travailler ensemble, eh bien, pendant que je serai à gauche, vous pourrez être à droite en rendez-vous. Donc, nous sommes à 2 endroits en même temps. Et donc, on est dans la multiplication. Si mon équipe se met à faire une action sur un week-end, c'est plusieurs centaines de membres de mon équipe qui sont à des endroits différents, en train de faire des clients ou en train de parrainer de nouveaux membres. Et moi, je fais pareil. Donc, nous sommes plusieurs centaines, mais en même temps, le même jour. Donc, il y a un effet de levier, on a parlé d'Archimède, il y a un effet de levier assez incroyable qu'il est difficile d'anticiper. On peut en parler en théorie, etc., mais il faut le vivre. Il faut le vivre vraiment. Donc une belle réussite avec le marketing de réseau. Je touche du bois, ça a été extraordinaire jusqu'à présent. Fantastique. Merci beaucoup Jean-Philippe d'avoir partagé plaisir, toutes ces belles pépites aujourd'hui. Et puis merci à vous à la maison, j'espère que vous avez bien pris note. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de croquer la vie et pourquoi pas tenter quelque chose de nouveau. Allez, bye bye. Bye bye.